Je m'appelle Cynthia Fibel, je suis plasticienne et on me connaît aussi en tant que manager de projets culturels. D'autant que je me rappelle mon premier rapport à l'art, en tout cas à la question du sensible, remonte à la maternelle, puisque j'avais une enseignante, enfin on va dire une maîtresse d'école, qui était elle-même extrêmement sensible aux questions d'expression artistique. Et c'est très loin dans mon souvenir, mais avec une prégnance forte. Elle arrive et elle nous dit qu'elle a un filleul et qu'elle a décidé de lui offrir un vêtement, un haut, un bas. Et elle dit, j'ai envie que ce soit un tissu tout à fait original. Donc, elle a acheté des mètres de tissu en coton avec des feutres textiles. Et elle nous invite à dessiner sur ces feutres textiles et à la prochaine kermesse, tous ces tissus qui seront comme des tissus de création seront utilisés pour faire des chemisiers, des jupes et que ce sera acheté à la fois par elle et par les parents. Donc ça c'est mon premier rapport justement, en tout cas ce premier souvenir. Et le second, j'étais en CP à l'école Raymond de Bambuc, j'habitais Pointe-à-Pitre à l'époque, et on avait une enseignante qui organisait des concours de dessin. Et à chaque fois, je participais à ces concours et elle était extrêmement encourageante sur l'expression de mes dessins. Ce qui fait que depuis cette période, donc de la maternelle au CP, ensuite pour des raisons justement de déménagement de mes parents, j'ai dû aller sur Vieux Habitants et j'ai continué à avoir cette sensibilité jusqu'à ce que j'ai un enseignant qui s'appelait Monsieur Gustave, qui est devenu inspecteur après dans cette zone, nous avait emmené au Fort Fleur d'Épée et je me rappelle c'était en 89, il y avait Indigo. Et ça m'avait beaucoup marqué aussi d'avoir autant de représentations artistiques. C'est peut-être mon premier choc culturel dans l'absolu, première sortie où je vois autant d'œuvres dans un seul et même lieu. Et donc, son enseignement dès le primaire a continué à me marquer jusqu'à ce que au collège, je me rappelle encore du nom de ma professeure de dessin. Alors, il y en a plein que j'ai oublié, mais je me rappelle de Madame Nicolo et de tout ce qu'elle organisait à la fois pour faire en sorte que l'art rejoigne le théâtre, par exemple, faire des décors pendant les représentations avec d'autres professeurs de dessin, pas de dessin, mais de littérature. Et donc, tout ça a participé à créer chez moi, en tout cas, un terrain favorable, quelque part. Et de ce fait, au lycée, je vais choisir une option littérature et art. Et puis après, je vais aller à l'Institut régional d'art visuel en 97-98 avec justement cette sensibilité ouverte encore sur les arts visuels. Donc l'Institut régional d'art visuel, l'actuel campus caribéen des arts. Alors au moment où j'arrive donc à l'école, je dis on est en 98, c'est Alexandre Alaric, le directeur de l'école. Donc cette école va connaître deux directions, en tout cas pendant un cycle de 5 ans. Donc Alexandre Alaric dans un premier temps et ensuite Monsieur Monjoly. Sur la première direction, je trouve qu'il y a une vraie dynamique de séminaires, de colloques. On est vraiment sur une construction de projet. Ça prend tout son sens chez moi, le développement de cette question de l'ingénierie, de l'ancrage, avec ce projet qui nous accueille, qui est l'aile immense des paupières et donc qui est aussi en tout cas un des textes césariens qui vient ancrer l'école dans le bassin caribéen et l'ancrer aussi dans tout un ensemble d'intervenants que nous allons avoir qui viennent de la Caraïbe, de l'Europe, des Afriques
Et c'est extraordinaire parce que dans un temps assez court, en tout cas les 2 premières années, ou qui sont des années propédeutiques, ces fameuses années de transition, de tremplin, où on est censé choisir l'option pour la 3e année. Là, en fait, se joue déjà beaucoup de choses, puisque même en année propédeutique, je vais partir en voyage à Cuba pendant la biennale de la Havane, et il était peu commun que en première année on voyage, mais j'étais extrêmement motivée, et donc il fallait argumenter un dossier pour partir. Donc je suis partie à la biennale, je suis partie aussi avec les 3e année et 5e année design. On est parti à la Borne. Pas seulement à la Borne, mais on est parti dans d'autres villes aussi spécialisées dans la poterie. J'avais fait un stage pendant cette même période avec Monsieur Binoche, qui faisait du masque de théâtre japonais. Donc on était vraiment dans l'excellence de la précision du plâtre, du masque, vraiment un travail de rigueur. Et cette forme de résidence quelque part à la Borne, qui est un lieu extraordinaire, qui fait de toute façon encore aujourd'hui, plus de 20 ans après, partie des résidences les plus insolites en matière de création et de rencontres d'acteurs culturels. Donc tout ça, c'est très vivant dans ma mémoire, et du coup ça me met dans une dynamique vraiment de création profonde. À un moment donné, quelque part les murs de l'école sont trop petits pour moi. Mon installation est extrêmement dense, volubile. Elle va s'inscrire dans la peau de ce que je vis au quotidien dans Fort-de-France. J'arrive de Guadeloupe, je découvre la Martinique, et du coup, qu'est-ce que je questionne à l'époque? J'habite à Canal-Alaric au début, et parfois je fais de Canal-Alaric, donc Sainte-Thérèse, jusqu'à l'Ermitage à pied. Et il y a une chose qui va me marquer beaucoup, c'est cette différence entre le cimetière des pauvres, le cimetière des riches, le marché des Haïtiennes, qui est un peu extirpé de la ville. Un petit peu quand on sort, c'était là où France Antilles avait ses dépôts à l'époque. Ça n'existe plus. Et d'ailleurs là, on achetait aussi du papier. J'achetais du papier là-bas, du papier un peu comme le papier avec lequel on fait les cornets de pistache, et qui servait de papier à dessin. On en achetait par rouleau. Et quand je partais, la ville s'ouvrait quelque part avec ces espèces de parasols des marchandes, et quand je revenais, la ville se refermait avec ces mêmes parasols. Et du coup, mon travail d'installation et de photographie est né là. Donc j'ai commencé à travailler cet objet parapluie, cet objet parasol, comme une espèce de l'enville quelque part, et d'un autre corpus social. Qu'est-ce que ça dit aussi d'être au pan, aux rives de la ville? Qu'est-ce que ça dit d'être dans l'espace public? Qu'est-ce que ça dit de faire œuvre dans l'espace public? C'est là que je commence à interroger la notion d'espace public dans mon travail, la question de la monumentalité ou pas de l'œuvre, parce que comme Dominique Berthet le dit lui-même dans un des ouvrages qu'il a sortis à l'Harmattan, l'art à l'épreuve du lieu, mais l'art à l'épreuve du lieu dans tous les sens, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue spatial et temporel. Et donc il s'avère que l'ex-hôpital civil, c'est l'ex-hôpital civil, avec un certain nombre de bâtiments qui sont en jachère et qui sont eux-mêmes squattés. Aujourd'hui, si on y va, je crois qu'il y a des espèces de conteneurs, ou en fait d'extensions de l'école. Mais à l'époque, on avait encore les bâtiments de l'ex-hôpital civil, et le haut, je me rappelle, était squatté. Et j'avais proposé à des camarades, il y a un espace, pourquoi on le prendrait pas pour faire des extensions d'ateliers? Et donc j'avais 2 camarades qui étaient d'accord. Et puis après, finalement, il s'avère que en voyant l'état des lieux, ils se sont dit non, c'est pas possible, on ne peut pas aller sur un lieu comme ça qui est complètement déstructuré, sale, etc.
Et du coup, ben, je l'ai nettoyé, j'ai travaillé dans cet atelier et je me rappelle, il y a quelques enseignants qui m'ont aidé. Je pense notamment à Henri Tolio, sur le ferraillement de la porte, comment la rendre hermétique, et d'autres m'ont aidé également. Et donc ce lieu devient un atelier que j'investis au quotidien. Je vais dans la ville, je descends dans la ville, je vais chercher des cajots. Même l'école a mis à disposition aussi un camion pour que j'aille justement chercher. Bon, tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'elle fait avec tout ça, qu'est-ce que je fais comme décharge. Mais finalement ces cagettes quelque part étaient la marque aussi. Quelque part socialement d'une forme de cartographie de ce qu'on vit dans les îles, dans les espaces insulaires, qui sont quand même marqués par l'importation. Et cette cagette qui peut avoir des fruits, des légumes, etc., ça me renvoyait à ça. C'est-à-dire que quelle consommation consciente on a, comment on vit à 90-80% d'importation et comment on se nourrit également. Donc il y avait toute cette réflexion. Et donc ces espèces de cagettes deviennent comme des valisettes, des espaces de mémoire, des tiroirs de mémoire. Et donc, je vais commencer à construire comme ça des espaces un peu labyrinthiques dans ce lieu qui est très, très long finalement. C'était, je pense qu'il devait y avoir bien 80 mètres carrés d'atelier, voire plus, peut-être 100. Et du coup, je vais construire avec les étagères qui existaient déjà. Donc, on va retrouver des anciens dossiers de patients, des espèces de grandes étagères en métal qui vont m'aider à construire un parcours un peu labyrinthique. Et ces cagettes, dedans, je vais tout au long de cette année entre 2001 et 2002, c'est un peu ma dernière année à l'école d'art, je vais glaner un certain nombre d'informations, quelque part je dis que je suis en quête, je suis dans une espèce d'archéologie du quotidien, d'anthropologie aussi du quotidien, et je me questionne sur notre entour, notre environnement. À l'époque quand je suis arrivée, enfin Pointe-à-Pitre est un peu comme ça maintenant, mais j'avais pas en tout cas ce rapport violent avec la ville. J'ai trouvé que 97-98 Fort-de-France, c'est beaucoup d'errance, beaucoup sur la place de la Savane, dans les quartiers de Trenel, beaucoup d'errance, beaucoup de personnes qui sont je dirais quelque part défigurées socialement, physiquement par les drogues, par les addictions, etc. Et je me questionne sur ça, donc je vais les voir, je discute avec eux, je photographie, et donc pendant longtemps, toute cette question de stratification, de mémoire va rester prégnante jusqu'à aujourd'hui dans mon travail parce que pour plein de raisons, j'ai perdu des appareils argentiques, j'ai perdu des pellicules, j'ai perdu des disques durs, des ordinateurs entiers, et tout ça aujourd'hui, ce sont des mémoires que je porte en moi. Il me reste quelques photographies, mais très peu, notamment de mes voisins d'atelier, donc ceux qui habitaient en haut et qui squattaient. Il me reste toute une série de photos d'eux, d'ailleurs qu'on peut voir sur mon site internet. Voilà, c'est ce qui me reste un petit peu de cette période-là. Puisque aussi je vais m'intéresser à la question des indivisions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de lieux en jachère dans la ville, ce qu'on va appeler les dents creuses. Je me rappelle m'être fait une petite frayeur un jour, c'est-à-dire que là où il y a les bus là vers l'Aquamission, enfin, s'il y avait une maison qui était vide. Et je suis rentrée dedans avec mon appareil, mon petit FM2 Nikon à l'époque. L'école en avait aussi, nous en prêtait. Et je monte à l'étage, mais en fait j'entends tout un ensemble de bruissements. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va rentrer, si c'est le sol qui va s'écrouler sous mes pieds, mais en même temps je suis captivée parce que je me dis mais tiens, voilà une maison où je trouve un certain nombre de d'iconographie qui ressemble aussi au travail photographique que j'ai mis en place, à savoir les portraits, les intérieurs.
Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une histoire, on a un legs, parce que j'ai retrouvé des photos de famille, j'ai retrouvé des portraits de famille, et tout ça suspendu comme si le temps s'était écoulé, le lit bien fait, sauf que il y a une motte de poussière, le petit tapis au sol, les carnets. Alors bon, désolée pour la désacralisation, mais j'ai pris quelques carnets, quelques pièces, comme si j'étais une forme d'enquêtrice. Et donc j'ai pris des éléments que j'ai encore quelque part dans des... Parce que bon, après ma période parisienne, j'ai encore des choses dans des caves et dans des lieux de stockage. J'ai encore plein de matières à travailler qui relèvent de cette époque, puisque ça me fait penser aussi que même au lycée, j'étais à Gerville-Riache avec Monsieur Pézeron en art plastique, et là aussi j'habitais chez une mamie, Madame Breslau, dans le cœur de ville, et elle m'avait confié une boîte de négatifs, en fait des 6 par 6, qui disait aussi quelque part un peu l'époque qu'attend quelque part l'époque. Qu'est-ce que la Guadeloupe des années 60, 70. Et ça, bon, j'ai hâte un jour je suis en processus d'ailleurs de retrouver toutes ces archives à l'intérieur même de mon propre parcours. Donc mon parcours est devenu un parcours d'archives où cette année jusqu'à je ne sais pas quand, j'ai décidé dans mon travail d'aller quelque part re-questionner mes propres archives et re-questionner les données que j'ai perdues ou stockées. Et quelque part, toutes ces années-là à Fort-de-France vont constituer aussi tous les sédiments de ce que je travaille encore aujourd'hui sur cette anthropologie sociale, sur qu'est-ce qui fait notre histoire. Et c'est ce même questionnement qui, quelque part, des années après avoir été diplômée à l'école d'art donc en Martinique, je fais donc le DNAP, le DENSEP, je pars à Paris, sachant surtout que la dernière année du DENSEP, j'étais à Kémalaké, j'étais hébergée Kémalaké à l'école des Beaux-Arts de Paris. J'ai rencontré Annette Messager, et l'un de mes professeurs d'atelier quelque part, c'était Christian Boltanski. Je ne pensais pas que il aurait été accessible, mais c'était le plus ponctuel de toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et j'ai aussi rencontré Pierre Buraglio, qui était en phase de quitter l'école des Beaux-Arts parce que il voulait se consacrer à son travail de peinture. Et donc il m'a dit tiens, vous avez un visage qui m'intéresse beaucoup, est-ce que vous accepteriez d'être modèle, etc. Donc je deviens premièrement sans modèle. Voilà, et donc je me dis mais c'est incroyable toutes ces rencontres, parce que c'est dans les livres qu'on a parlé de Support Surface, de Buren, qui est son ami et dont il m'en parle. Je vais dans son atelier. Finalement, je deviens son assistante d'atelier. Également, je vais à des rendez-vous qui sont extraordinaires. Par exemple, il a une expo, je me rappelle pas quelle année, mais qui lui est consacrée aux Beaux-Arts de Lyon. Et quand j'arrive et qu'il a cette interview aux Beaux-Arts de Lyon, mais que, le musée n'est ouvert que pour lui, que pour moi, donc c'est extra. Et ça, ce sont des choses que je vais vivre encore après, parce que je vais rencontrer Barthélemy Togo, je vais vivre la même chose à Beaubourg, fermé, mais ouvert juste pour nous. Voilà, ce sont plein d'aventures comme ça qui sont que l'époque parisienne va emmener. Mais tout en emmenant ça, je continue à me questionner sur tu viens d'où et comment tu es si facilement rentré dans un circuit, et qu'est-ce que ça représente, la notion de circuit, la notion de scène. Je sais que toi-même tu as pu le questionner. Est-ce que il y a une scène guadeloupéenne, est-ce qu'il y a une scène en Guadeloupe ou de Guadeloupe? Et du coup, par rapport à ces questionnements que tu posais toi-même, quand on vit l'Hexagone, à un moment donné, on se pose ces questions. Moi, je me les pose fondamentalement, surtout quand je vois que j'ai participé à Latitude 2004, l'année des Outre-mer en France en 2011. Donc, cette grande exposition organisée par la Fondation Clément, donc à l'Orangerie du Sénat. Il y a des rencontres aussi à la Fondation auxquelles je participe.
Dans tous les grands questionnements sur lesquels on m'emmène, souvent il y a cette idée, quelque part tu viens d'où? Tu viens des Outre-mer. Qu'est-ce que les Outre-mer? Donc là, je commence vraiment à me questionner, mais qu'est-ce que ça signifie Outre-mer? En quoi ça vient estampiller à la fois le travail, une identité? Est-ce que quelque part on nous attend sur une identité drapeau? Est-ce que habiter ce qu'on va appeler les Outre-mer, ce n'est pas fondamentalement simplement habiter le monde? Donc, dès 2010-2011, ça devient vraiment un questionnement extrêmement prégnant. Et je me rappelle avec d'autres étudiants comme Steve Bourras à l'époque, d'autres. Enfin, on n'est plus étudiants à l'époque. Mais d'autres personnes qui arrivent, donc on crée des mouvements, des associations, des temps de parole, des temps d'échange, justement sur ces problématiques. Et moi, dans mon travail, à ce moment-là, j'ai un atelier à Pantin, dans une friche qui s'appelle le Ventre de la Baleine, vers le métro Hoche. Et je vais inviter des personnes, qui viennent des Outre-mer ou pas, mais qui sont justement dans ces situations où on te demande, mais tu viens d'où? Mais quelle est ton identité fondamentale? Quelque part, peut-être que t'es pas fondamentalement français, mais ok, tu es né en Normandie, mais tes parents viennent d'où? Parce que et du coup, en fait, j'avais appelé ça Where do you come from? Parce que bon. On a cette idée aussi très entendue que l'anglais c'est la langue première, c'est la langue de tous les langages, de toutes les rencontres. Et donc il y avait un jeu aussi sur cette quelque part cette impériosité de la langue, de titrer cette série. C'était une série photographique où les personnes se présentaient avec une ardoise et écrivaient à la craie je suis XY, je suis né à et j'habite à. Donc quelque part, ça laissait voir un certain nombre de mobilités, des gens qui sont nés à Abidjan, qui vivent à Courbevoie, des gens qui sont nés au Pérou, des gens qui sont nés en Asie, des gens qui sont nés effectivement dans les Outre-mer et qui vivent en France hexagonale. Donc il y avait toutes ces trajectoires et quelque part depuis ce moment-là, et quelque part mon travail le portait aussi sur cette notion de récit. Qu'est-ce que on peut raconter de nouveau et qu'est-ce qu'on dit de nous avec nos propres mots et nos outils. Et donc cette série photographique, c'est aussi quelque part à chaque portrait un récit que cette personne photographiée porte dans le discours global. Parce que surtout ces années-là, on est sous Sarkozy et il y a un questionnement sur l'identité nationale. Et donc, personnellement, je me questionne aussi. Qu'est-ce que ça signifie l'identité nationale? Qu'est-ce que ça signifie de legs? Qu'est-ce que ça signifie de perte? Qu'est-ce que ça signifie dans une totalité? Et donc, mon travail, il est donc toujours sous couvert de quelque part de la transpiration sociale. C'est ce qui anime mon questionnement photographique et mon questionnement plastique dans l'installation. Et donc c'est ce qui va agir tout le temps dans mon travail et ce qui fait que pendant que je suis à Paris, je m'interroge et donc je commence à appeler des artistes aussi qui viennent de Guadeloupe, de Martinique, et à dire tiens, on va aussi essayer de mettre nos travaux en auto-questionnement et en questionnement partagé. La première personne avec qui j'ai collaboré donc dans l'atelier sur un programme que j'ai appelé Une nuit neuve, c'était David Gams. Après il y a eu Steve Boras et après ça s'est ouvert. Et ce n'était plus que des étudiants ou des anciens étudiants ou des artistes qui venaient de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Mais j'ai commencé à travailler notamment avec des anciens étudiants des Beaux-Arts et des anciens étudiants des Beaux-Arts aussi de Paris-Cergy. L'idée, c'était quoi à ce moment-là? J'avais dépassé la question de l'identité drapeau, mais
travailler sur l'identité fondamentale de l'écriture artistique et qu'est-ce que c'est que de sortir d'un circuit d'apprentissage, un circuit d'école. Quelles sont les scènes qui existent, parce que ces problématiques de scène se posent à tout étudiant. Et donc l'atelier devenait le temps d'une nuit, une œuvre, le temps où on questionne l'œuvre, le temps où on questionne sa visibilité, sa mise en diffusion quelque part et sa mise dans l'espace critique finalement face aux regardeurs, si cette conception du Champienne est encore très actuelle. Et donc c'est de là que mon travail finalement artistique va dépasser la seule production de plasticienne et de photographes auteurs pour aller vraiment sur des questions du champ esthétique, du champ critique et du champ historique. Donc là, je m'inscris à Paris 1, je suis aussi en travaux avec Paris 8 sur des questions liées à l'histoire de l'art et aux esthétiques. Aux pratiques artistiques, je vais aller jusqu'à déposer un travail de thèse sur l'émergence de l'art aux Antilles françaises. On est autour de toujours autour de 2010, 2012. Mais quelque part, en fait, le terrain me hâte beaucoup plus que la recherche. Je suis dans cet entre-deux de la recherche doctorale et vraiment d'être dans le faire, dans la pratique et donc quelque part je ne vais pas soutenir la thèse, mais pour me concentrer sur vraiment la question de l'ingénierie, la question du commissariat, de la critique d'art. Et surtout d'une organisation beaucoup plus globale encore qui va questionner l'art dans un prisme vivant, c'est-à-dire que quelque part les arts visuels et la photographie ne sont pas juste une entité libre comme ça hors sol, mais qui sont en voisinage constant avec la question de l'édition, la question de la publication, de la communication, du cinéma, de l'audiovisuel, de l'édition. Et je commence à m'intéresser aux industries culturelles et créatives et au management culturel plus largement. Comment le cinéma, le théâtre aussi vont conjuguer avec les arts visuels. Je commence à me questionner sur justement les interactions, les interpénétrations que peuvent avoir les champs disciplinaires et qu'ils ne sont pas juste des volets hors sol. Et comment tous ces corps de métier peuvent travailler ensemble, comment on va structurer une filière, des filières, et professionnaliser également les secteurs. Et donc à ce moment-là, je suis encore à Paris et je vais donc au-delà effectivement du parcours que j'ai eu en histoire et esthétique, travailler de façon plus large, un éventail autour d'un management de projets culturels où toutes ces compétences sont amenées à être combinées, à être dans une espèce de 360 degrés, quoi. Comment on peut travailler à 360 degrés dans les politiques culturelles dans nos territoires. Donc c'est ce qui me questionne. Et donc à ce moment-là, je m'inscris à l'EAC Paris, qui est une école donc de management de projets culturels, ce qu'on va appeler une business school, et à l'endroit de l'accessibilité, du handicap dans la culture, de la question de la sécurité dans le spectacle, de l'économie. Parce que souvent on entend, et trop souvent, que la culture est un non-lieu, est un lieu non économique. Non, la culture produit de l'économie et d'ailleurs est certainement un des premiers vecteurs d'économie, même avant l'automobile. Mais tout ça, il faut l'entendre et comprendre aussi comment les réseaux cohabitent et comment ils se construisent et comment on construit un projet global, comment on construit une politique culturelle et comment on construit des identités de territoire. Donc c'est ce à quoi je vais m'intéresser dans un prisme ouvert
sur le champ des arts visuels, le patrimoine, le tourisme. Et donc là, on est vraiment sur comment on va créer du produit culturel, mais comment aussi on va créer du service public. Et à ce moment-là, je vais donc rester sur ce MBA, être diplômée de ce MBA. Et je me rappelle, pendant que je suis dans le MBA, j'assiste à une conférence de Victorin Lurel, c'était à Sciences Po, Paris, sur le Memorial Act. Et je me dis, waouh, mais c'est génial que la Guadeloupe puisse produire un tel projet et avoir une telle ambition. Et à ce moment-là, je me dis, mais évidemment, on est peut-être à 9 mois du projet. Je me dis, ben c'est sûr, comme on l'apprend dans les écoles, 9 mois, ton projet c'est comme un enfantement, ben il est déjà tout ficelé, tout est bon, tous tes salariés sont déjà pensés et que le projet, voilà, il va juste sortir en boîte et qu'il est tout ficelé. Et je me dis, bah c'est dommage, je voulais tellement aimer participer à une telle aventure, quoi. Et donc je demande autour de moi en Guadeloupe, j'appelle mes parents, des cousins, des amis. Ah bon, non, personne n'a entendu vraiment parler. Je dis, ah bon, mais comment ça? Il faut aller t'instruire, ça se passe dans le carénage, il faut aller voir. Donc j'ai un ami, il prend sa voiture, il va voir, il dit, ah oui, bah il y a un truc et tout ça. Et donc j'ai une cousine qui travaille en mairie. Et bon, évidemment, ils sont abonnés au France Antilles, etc. Et je lui dis, bah à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu épluches, que tu regardes l'actualité, que tu regardes, enfin les différents supports qui existent, et dis-moi que devient ce lieu, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Un jour, comme ça, parce que comme je suis aussi très ancrée dans la communauté, on va dire entre guillemets antillaise à Paris, parce que bon, je travaille avec différents acteurs de la communication, je fais du management, donc je fais du management avec des jeunes artistes. J'accompagne une jeune fille qui s'appelle Dior, elle a 12 ans à chanter. Comment on va aller faire des scènes, le New Morning, avec des figures comme Paco Seri, par exemple. Je vais accompagner aussi à un moment donné le travail de Jacques Schwarzbard, notamment l'album Jazz Racine Haïti, James Germain. Donc travailler à la fois avec des figures emblématiques qui sont déjà quelque part des mastodontes sur la scène, qui ont été eux-mêmes signman à certains moments, mais j'ai travaillé avec je pense à Sonny Troupé, je croisais des gens comme Arnaud Dolmen, et donc Grégory Privat et Sonny Troupé, par exemple, quand ils font le projet Luminescence, je vais conduire avec eux la dynamique, comment travailler un concept original, parce que c'est leur idée de faire une rencontre au sein du studio, mais qui est un public. Donc comment l'organiser? Donc là, je commence à rentrer dans de l'accompagnement avec les artistes, dans la production, les écouter sur leur envie, leurs besoins et comment mettre ça en place. Donc je suis vraiment là dans de l'ingénierie. Donc je travaille avec différents artistes qui aujourd'hui continuent à être sur les scènes musicales ou sur les scènes de l'art. Parce que je rappelle qu'il y avait ce fameux projet Une Nuit Neuve, c'était avec les plasticiens, mais ce projet a commencé tout de suite à être j'ai envie de dire très très corporel. Des slammeurs sont venus, des performeurs sont venus, donc du coup c'est de là, mon frère lui-même avait rejoint l'atelier à l'époque et avait rajouté un rendez-vous qui s'appelait Aujourd'hui c'est performance. Donc tous ces mondes-là devenant agissants, je me disais, ok, maintenant je travaille à l'endroit de la rencontre des arts, autant avec les plasticiens, des comédiens, des musiciens, et je travaillais vraiment sur comment construire quelque part une scène multiple, plurielle, mais professionnelle, et
qu'est-ce que nos politiques publiques disent et comment elles accompagnent ces dispositifs et ces artistes. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait à La Réunion, par exemple La Réunion qui avait un bureau d'aide aussi qui accompagnait les musiciens en dehors à faire des dates sur le territoire hexagonal, à partir en tournée. J'ai commencé à aller dans des grands rendez-vous qui se passaient en France ou dans d'autres lieux où on interrogeait ces questions des politiques culturelles, à me dire aussi mais qu'est-ce qui est en questionnement quand on a un ministre de la Culture, mais qu'est-ce qui se dit, quels sont les grands courants, quelles sont les grandes orientations. Et donc ça a commencé à vraiment donc me travailler là-dedans, et donc avec des acteurs aussi de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, on a commencé à monter des projets. Par exemple au Quai Branly, on avait monté notamment avec Michel Reynette et d'autres acteurs. Je me rappelle, c'est là que j'ai rencontré aussi Luc Hubert Séjean pour la première fois, parce que je devais aller le chercher au métro. Voilà, j'accueillais les artistes. Et donc on a fait un hommage à Guy Conquête au musée du Quai Branly. C'était full. C'était une réussite extraordinaire. Donc on a travaillé comme ça beaucoup à des projets qui existent, qui n'existent pas. Par exemple le Créforme, les premières assises des arts ou la première assise des Outre-mer. Enfin tout ça avec des acteurs vraiment qui questionnaient à la fois les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux culturels et patrimoniaux. Et donc le fait d'être dans ce bouillonnement fait qu'à un moment donné, je me retrouve dans une boucle de mails avec des acteurs du Memorial Act, et je suis appelée pour expertise, en tout cas parce que à ce moment-là, ils n'ont pas de licence de spectacle, ils travaillent avec des producteurs délégués. Le travail de programmation est déjà fait pour le 10 mai. Mais j'arrive dans la boucle des experts, conseils, et je me dis mais waouh, c'est génial que quelque part je suis jeune sur le terrain de l'expertise, mais avec une réflexion antérieure riche. Et donc riche aussi de mes expériences à Paris, avec des collaborations, et comment parfois avec l'aide des artistes eux-mêmes, on a réussi à déplacer des personnalités. Je me rappelle que, par exemple, je parlais de Jacques Schwarzbart sur son concert Jazz Racing Haïti au New Morning. Il y avait Christiane Taubira, donc en fait qui aussi de toute façon et définitivement, mais surtout à ce moment-là en France, un poids politique et quelque part aussi une proposition de changement de paradigme. Et donc, pour l'histoire du MACT, je commence donc à rentrer dans ce corpus de travail. Et je me rappelle, paix à son âme, je dis à Jacob Desvarieux, ben tu sais, je me retrouve encore dans un projet parce que ça m'était déjà arrivé, par exemple pour les 20 ans de l'UNESCO. Enfin, c'était les 20 ans de la route de l'esclavage. J'avais travaillé dans le staff communication, par exemple. Il y avait tous les artistes invités, des artistes parrains, voilà, donc c'était extraordinaire. Mais voilà, c'était beaucoup de projets où quelque part, même quand ce sont de grands labels, de grandes institutions ou organismes, il y avait beaucoup de bénévolat. Mais quelque part, le fruit de ce bénévolat, c'est le réseau. Et je lui dis, ben, je vais encore me retrouver dans un groupe de travail, et ça va être un truc, t'as fini de travailler, au revoir. Et il me dit ceci, et j'oublierai jamais parce que c'était à la fois énigmatique et tout à fait compréhensible. Il me dit, écoute, ma chère. Enfin bon, il n'a pas dit ma chère, mais en tout cas, il dit, écoute, il faut que tu dises suffisamment pour que ce soit pragmatique, efficace, et suffisamment peu pour qu'on ait envie de te rappeler.
J'ai fait OK, ça s'entend, mais je sais pas comment on fait ça, mais ça s'entend. Et du coup, je fais ça. Et à la fin des rencontres, ils me disent ah ben tiens, nous on n'a pas forcément pensé à un travail vraiment sur la programmation, mais c'est un poste qui va venir. On peut pas vous dire quand. Évidemment, la neutralité voulait qu'ils ne pouvaient pas me dire, mais du coup, j'avais en tête que un poste serait certainement, en tout cas, publié. Et à ce moment-là, pareil, pour mes contacts qui sont ici, je dis vous mettez en veille et vous regardez toutes les publications de postes et vous m'envoyez. Et un jour, j'ai une cousine qui m'envoie une publication dans le France Entier. Elle me dit ben voilà, j'ai trouvé ça. Et là, j'ai dit OK. Je vais envoyer mon dossier. Et j'ai envoyé mon dossier et c'est comme ça que j'ai été retenue au Memorial Lac. Dans un premier temps, dans un statut d'experte, de conseil, d'apport en expertise. Et après, ça a duré un certain nombre de mois, puisque j'étais, moi, à ce moment-là, sur une entreprise individuelle. Et donc au bout d'un moment, parce que j'avais aussi le projet de l'agence d'ingénierie qui était vraiment le projet aussi du MBA, parce que ce projet avait pris plusieurs couleurs. L'idée au début c'était un magazine autour des arts. Parce que je m'étais dit, il n'y a pas vraiment de revue. Il y avait la revue Recherche en esthétique, mais il n'y avait pas une revue vraiment qui vulgarise quelque part la question de l'art, ou qui sont les acteurs. Enfin, si on va sur Google, on est perdu. Mais qui sont les artistes en Guadeloupe, en Martinique? C'était une préoccupation de me dire, mais comment on identifie quelque part une scène, comment on identifie une action sur un territoire. Et comment ce territoire est mis en réseau avec d'autres lieux et comment quelque part l'expérience partagée va nourrir cette notion de réseau en ouvrant des possibilités, encore une fois, sur ces questions de mobilité, de visibilité que je questionnais déjà, des œuvres et des artistes. Et donc, j'arrive ici. Au départ, je garde mon appartement à Paris. On est dans un entre-deux, je sais pas trop, etc. Et à partir de 2015, 2016, je suis ici définitivement. Je rends mon appartement et commence. Vraiment cette histoire avait commencé à partir du moment où j'avais vu cette conférence sur le Memorial Act en me disant voilà un lieu qui est déterminant, structurant, qui doit être structuré. Mais la première question que j'avais posée, je me rappelle à l'époque à la société d'économie mixte qui gérait le site, c'était quel est le statut du lieu. Mais ce lieu, finalement, est resté très longtemps sous une gouvernance complexe, avec un marché délégué, etc. Il n'avait pas son statut propre. Alors que finalement, la question de ce statut propre était une question préalable. Et donc, c'est que vers 2018 que vont vraiment commencer à s'activer la question du statut propre. Jusqu'à 2019 où le lieu est véritablement un EPCC, donc un établissement public de coopération culturelle. Mais cette question que j'avais posée en arrivant en 2015 était fondamentale. Et finalement, on a vu que quelque part, ça a été justement les problématiques que le lieu a trouvées 4 ans plus tard. C'est-à-dire comment on définit dès le début le socle juridique. Parce que le socle juridique, quelque part, c'est la carte d'identité du lieu. C'est ce qui va nous permettre de savoir quelles politiques vont être appliquées. Est-ce que nous sommes sur de l'industriel et commercial? Est-ce qu'on est sur du service public? Comment on va travailler avec les politiques publiques? Comment on va travailler avec les partenaires? Là, en l'occurrence, les collectivités régionales, départementales, la ville de Pointe-à-Pitre, puisque l'assiette foncière du MACT, c'est Pointe-à-Pitre. Comment on va travailler avec l'État? Et dans tous ces réseaux-là,
quelle est la structuration des politiques culturelles, même à l'intérieur même de ces organes, parce que bon, de toute façon, il n'y a pas de compétences absolues, j'ai envie de dire restrictives ou comment dire, une seule des collectivités n'est pas comment dire en charge de la culture. C'est vraiment des compétences, on est vraiment sur un domaine de compétences partagées. Et c'est ce qui était intéressant et riche de voir comment ces acteurs pouvaient dialoguer ensemble. Bon, malheureusement, ce lieu est quelque part, j'ai envie de dire, victime de sa propre déstructuration, de sa propre non-réflexion sur les contours de son statut. Et ensuite, après, il y a d'autres problématiques qui sont des problématiques humaines qui vont rentrer en jeu. Et aujourd'hui, on pourrait se demander comment un lieu comme ça peut quelque part apporter un nouveau souffle, puisque c'était le lieu fondamental, le lieu pour la recherche, le lieu évidemment sur un secteur qui est le sien, la question de la mémoire, la question des expressions, mais c'est là où le lieu devenait ouvert, la question des expressions, un lieu d'expression, ce qui fait que évidemment, plein de gens ont dit c'est pas forcément le lieu de l'art contemporain, c'est pas le lieu de l'écriture contemporaine, mais c'est le lieu des expressions. C'est le lieu aussi où tous les acteurs, justement dans les industries culturelles et créatives, peuvent questionner les questions mémorielles à l'heure d'une écriture contemporaine. Ce qui inclut les arts visuels, ce qui inclut le cinéma, ce qui inclut la photographie, inclut le patrimoine, tout ce que je n'ai cité, mais en tout cas qui inclut vraiment tous les toute la substance des industries culturelles et créatives aujourd'hui, à côté de la recherche et à côté du patrimoine, à côté des archives. Comment on construit une ligne éditoriale, et donc ça a été ma première question. La question de l'in situ, des questions d'identité de territoire, et comment ce lieu qui, dès le début, est un lieu un peu ambivalent, qu'on n'aime pas, qui est le lieu où on a investi trop d'argent, etc., même si c'était des lignes budgétaires affectées, quelque part, il faut un débat public, il faut un débat quelque part social, et puis que la société civile dise où elle en est. Donc nous, le premier chantier qui a été mis en place avec le président à l'époque, ce que j'avais proposé, c'était qu'on fasse des rendez-vous des porteurs de projets, des rendez-vous des acteurs et actrices de la culture, et ces rendez-vous avaient lieu comme un grand larron, où chacun pouvait parler des projets qu'il a envie de mettre en place, comment il voit ce lieu, qu'est-ce qu'il a envie d'apporter. Et tout ce que j'ai entendu était censé nourrir le lieu pour des décennies. Parce que moi, ce que j'avais mis en place, c'était le programme, un programme culturel sur une année, parce que nous, on était ouverts, en tout cas, le MAC était ouvert une année. Donc l'idée, c'était de se dire que sur 12 mois, on a 4 trimestres, donc à chaque fois 3 mois où qu'on va consacrer un acteur, une actrice. Et donc ça a été ça, ces rendez-vous, autour avec Ernest Pépin, autour avec Max Jacob, autour avec Raymond Pater-Thorin, autour avec Benzo, autour avec Karine Pédurand, autour avec Gilles-Lydie Kozak, etc. Le dernier, c'était autour avec Simone Schwarzbart. L'idée, c'était de se dire comment quelque part, on ouvre ce lieu à la fois à son histoire, mais aussi à une certaine actualité. Et pareillement, les grands cycles d'exposition qu'il y avait commencé à avoir, notamment le modèle noir, permettaient aussi de travailler de façon 360 degrés tous les équipes. Donc, il y a un projet scientifique avec un directeur scientifique. Moi, j'étais responsable de la programmation, et puis à un certain moment, puisque on a eu aussi pas de responsable de médiation, pas de responsable de généalogie, donc du coup, je travaillais aussi avec ces équipes. Et comment on peut travailler ensemble de façon cohérente un projet avec une programmation, une ligne éditoriale grand public,
et des actions de médiation sur différents publics. Et là, on a commencé vraiment à travailler de façon très vertueuse, avec une saison dans ce qu'on appelait la salle du spectacle vivant, des rhizomes avec les jeunes publics, des rhizomes avec des experts qui font visiter les expositions thématiques ou les expositions temporaires. Voilà, donc il y avait quand même quelque chose de vertueux qui commençait à se mettre en place, même si ce lieu gardait une certaine complexité administrative. Et aujourd'hui, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui va réveiller ce lieu? Et qu'est-ce qui va réveiller ce lieu? C'est, je pense, avoir un projet scientifique vraiment fondamental, resserré sur les missions du Memorial Act et ouvert sur les écritures contemporaines, ouvert sur les acteurs et les actrices de Guadeloupe qui peuvent apporter leur pierre quelque part à cette structuration. Et puis ce qui va relever ce lieu aussi quelque part aujourd'hui, c'est quelle dimension humaine on lui redonne et comment renaître le souffle entre quelque part ceux qui étaient là au début et ceux qui sont arrivés sur la route. Comment retisser du sens entre tous ces acteurs, entre toutes ces personnes, comment retisser du lien. Et ça, c'est fondamental parce que souvent, dans le monde du travail, on oublie cette dimension de l'humain et cette dimension de l'humain, elle est fondamentale, surtout dans un lieu comme ça. Donc voilà, donc quelque part cette aventure du Memorial Act c'est terminé parce que je pense aussi que quand on a fait le tour d'une question et que trop de problématiques viennent l'agiter, c'est important aussi de se dire que c'est comme l'air qu'on respire, il va pleuvoir, il va faire soleil et quand il pleut, c'est nécessaire, mais on se met un peu à l'abri aussi. Donc quelque part, pour moi, c'était salvateur de partir et de respirer un nouveau projet dans le Nord Grande-Terre, dans le bassin du Pays de la Canne, avec Beauport Pays de la Canne. Et aujourd'hui, voilà un lieu qui est lui aussi en train de se restructurer, en tout cas qui vient de passer établissement public industriel et commercial cette fois, donc il n'y a pas la dimension coopération culturelle, donc on est vraiment aussi à la fois sur une espèce de comment dire, de structure à deux visages, à double visage, un visage administratif et un visage industriel et commercial. Nous verrons bien ce que ce lieu inspire au Nord Grande-Terre et inspire à l'EPIC en lui-même, puisqu'il s'agit après de faire quelque part exemple sur d'autres structures, sites et patrimoines du conseil départemental. Donc voilà un peu mon parcours, mais ce parcours qui souvent quelque part les gens me disent mais pourquoi autant de choses? On me dit que vous faites beaucoup de choses, etc. C'est quoi faire beaucoup de choses? C'est comme respirer. Et je pense que l'art, c'est ça. L'art et la culture, c'est comme respirer. Ça fait partie du vivant et on est agi par ces problématiques. Et je crois que quand on est engagé dans sa citoyenneté, on fait pas beaucoup de choses ou peu de choses. Et je le rappelle souvent dans les mandats que je peux avoir auprès de mes collaborateurs et dans les espaces de travail. J'ai des missions et je les distingue aussi au moment opportun. Et dans mon profil d'artiste-auteur, c'est une chose inaliénable, la question de l'expression. Et c'est à cet endroit que justement je continue à questionner sans sans absoudre une quelconque assujettissement. Voilà, c'est le lieu de la parole libre, c'est le lieu du questionnement libre.
Par exemple, en ce moment, je suis en résidence avec les ateliers donc Médicis sur le programme Transat à Caruquera, donc la romerie qui se trouve à Sainte-Marie à Capesterre. Et là, je questionne aussi quelque part l'histoire. Je questionne, mais qu'est-ce qu'une romerie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle dit de notre histoire? Que dit cette histoire de la canne quelque part en tant que plasticienne? Comment je peux l'interroger? Et ma façon de l'interroger, c'est aussi avec des chercheurs, avec des chorégraphes. Comment je parle quelque part de ces corps absents, enfin puisque la romerie c'est plutôt un état où on reçoit le distillat et on va se mettre en vieillissement, mais qu'est-ce que ça dit aussi de notre histoire entre comment dire entre choc et amour quelque part, parce que on sait bien que on aura toutes les critiques possibles sur l'organisation sociale et économique en Guadeloupe, et pourtant quelque part, même en 2009, ça a fait débat de savoir si on met le rhum sur la liste de première nécessité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de se battre contre un système de plantation? Qu'est-ce que c'est que de se battre contre un système, j'ai envie de dire, de pression sociale et de surconsommation? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut tout mettre sur telle structure sociale? Est-ce que nous, en tant que citoyens, on n'a pas à se remettre en question? En fait, c'est tout ce que révèle et réveille quelque part aussi le travail que je vais mener là-bas, et que je mène là-bas, et qui est plus un travail quelque part presque de laboratoire, qui va donner lieu à une installation fin octobre.